Soyez les bienvenus à cette nuit parfaite. Il y a 20 ans, j'ai même écrit un grand succès, Afortunada. En réalité, je suis un personnage, une création de Lydia George, l'âme de cette nuit parfaite. Que je souhaite parfaite pour nous et pour vous, cher public, qui venez partager cet événement qui a été organisé par le Festival international de littérature de Montréal. Il y a environ 3 mois, je me trouvais assise dans une salle d'un ciné-spectacle d'où venait d'être transmis un long spectacle estival quand un homme vêtu de blanc a volé à ma rencontre. Et nous tourions indifférents aux éclats de lumière projetés sur nos vêtements, car nous étions en train de célébrer une rencontre à l'intérieur de l'Empire instantané. Et en réalité, cela faisait 20 ans que nous ne nous étions pas vus. Il y a 20 ans. C'était hier. C'était longtemps. Eh bien, je suis João de Lucena, un chorégraphe spécialiste dans la technique de Martha Graham, la mère de la danse moderne. Et j'habite New York. Mais c'était à Lisbonne, dans mon séjour à Lisbonne, que j'ai connu Solange de Matos, il y a 20 ans quand même. Déjà. Ça passe vite. Et les 4 autres chanteuses qui appartenaient à son groupe musical. Ben, c'est moi que je les ai appris à danser. La technique de Martha Graham. Au bout de compte, je suis un personnage de Lydia George, c'est elle qui m'a créé, comme Solange de Matos, dans son livre La nuit des femmes qui chantent, dont elle nous ira lire, d'où elle nous ira lire quelques extraits et les commenter. Soyez les bienvenus. La nuit des femmes qui chantent, l'histoire de Solange de Matos et João de Lucena, cette histoire s'est éloignée dans ma mémoire, dans ma vie. Quand on parle de ce livre, on me dit que c'est un livre de formation, c'est un roman de formation. Je ne l'ai écrit, je l'accepte, mais je ne le pensais comme ça. Je l'ai imaginé, j'ai imaginé cette histoire, ce livre, en tant qu'un livre sur la supération. J'ai imaginé 5 jeunes filles, pendant les années 80, qui voulaient révolutionner la musique et qui voulaient, à ce temps-là, oublier tout ce qui était national, tout ce qui était ethnique, oublier tout ce qui était de l'opéra, du domaine de l'opéra, du domaine de la chanson lyrique, du domaine du fado. Elle n'aimait pas ni le fado, ni l'opéra. Pourtant, elle avait essayé tout ça. Mais elle voulait briser toutes les limites. Elle voulait inventer un nouvel langage. Évidemment que la chose ne s'est pas bien passée comme elle imaginait. Mais elles ont fait un effort tellement grand qu'elles se donnaient à tous les sacrifices. Au sacrifice de la faim, sacrifice de la chasteté, le sacrifice, enfin tous les sacrifices jusque même à offrir la vie. Une d'elles va mourir.
Alors, 20 ans après, quand ce spectacle, cette nuit parfaite arrive, c'est une nuit rétro. Alors, elles imaginent se passer en le mythifiant, en embellissant ce passé. Et alors, cette nuit parfaite est une invention. Et est une invention tellement forte qu'à un moment donné, la maestrine, qui était celle qui dominait tout et qui voulait que les autres fassent les sacrifices jusqu'à la mort, elle, à un moment donné de cette nuit parfaite, elle dit, alors c'est le point de vue de maestrine, la maestrine nous décrivit comme 5 filles magnifiques, attirées simultanément depuis plusieurs endroits de l'Afrique par le son d'un piano. Fascinées par la même musique, ensemble, c'était le son d'un beau piano à queue, un instrument oublié dans un garage face au Tage. C'était son clavier qui nous avait convoqués l'une après l'autre, en agitant sans interruption sa denture magique nuit et jour. Un piano exécutant seul une partition dont les dernières notes ne s'achèveraient que lorsque toutes les 5, arrivant par des chemins différents, se retrouveraient réunies autour de l'instrument. Elle se rappelait encore comme si ça s'était passé le matin même, le moment où la dernière chanteuse, arrivant dans le garage, s'était appuyée contre le piano et avait dit « Nous voici, moi j'ai marché au-dessus de l'océan ». En cette nuit de fin de l'année, Murilo était un jeune homme qui me tendait du mousseux, accompagné d'aliments solides, comme n'importe qui, alors qu'en vérité, il était une toute autre personne qui traitait les continents et les différentes régions du globe comme s'il s'agissait des rues et des places du quartier où il faisait habituellement sa tournée et où il avait des lettres à distribuer à toutes ses destinations. Et il avait des correspondances de toute espèce. Au continent africain, il remettait des télégrammes de condoléances. À l'Amérique latine, diverses lettres d'incitation à résister à la subordination du Nord. À l'Europe occidentale, l'habituelle vieille Messaline, selon lui, répugnante et ridée, il destinait des enveloppes cachetées de cire avec avis de réception contenant des menaces graves, toutes à propos d'un effondrement imminent, et ainsi de suite. Un facteur fatigué. Mais passant cette nuit de trêve, cette nuit-là, Murilo Cardoso était plus qu'affable. Il faisait une pause pendant son service de distribution. Il avait laissé le cartable studieux de mensonges dans sa chambre fermée à clé, et maintenant, après de minuit, nous étions tous les deux à la fenêtre, en train d'écouter les détonations dans la rue, et il ne distribuait aucune lettre. Cette pause était due à notre entente momentanée. Murilo fut si généreux qu'il se borna à dire, tandis que minuit approchait, « Solange, si nous ne mourrons pas d'ici là, nous verrons bien ce qui se passera. Le mariage entre Reagan et Thatcher a donné un enfant particulièrement hideux, qui ne montrera ses griffes que vers l'an 2000. Même Polanski ne sera pas capable d'imaginer un rejeton semblable avec une tronche pareille. » Et il but aussitôt une gorgée de mousseux. Mais 2 jours plus tard, en rentrant à la maison, je m'étais déjà trompée de bus 2 fois. Et ce soir-là, j'avais laissé passer 2 arrêts sans descendre. Quand je m'en aperçus, j'étais sur le Campo Grande,
J'avais dû revenir à pied jusqu'à Camp Pequeno pour retrouver à ma pension. En traversant la zone de platanes, j'ai senti quelqu'un approcher à grands pas. Murilo Cardoso m'a tapé sur l'épaule et m'a demandé « Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai vu à la porte du bus et tu n'es pas descendu. Pourquoi ?» Je ne pouvais évidemment pas dire la vérité. Je n'allais pas lui raconter que je marchais maintenant à 30 cm au-dessus du sol et que ça provoquait chez moi un manque d'adhérence aux objets, une distance par rapport à la surface des choses. Mais ce n'était pas désagréable du tout de rencontrer Murilo à 9 heures du soir après une journée aussi intense. Il a continué. « Et pourquoi tu sèches les cours maintenant ? Pourquoi tu n'as pas assisté à l'examen d'agrégation du professeur Castillo? Dis-moi ce qui se passe. Tu es amoureuse, c'est ça? » La première hypothèse qu'on avance quand une fille n'assiste pas à l'épreuve d'agrégation de son professeur, ni à une demi-douzaine de cours, est aussitôt associée à l'image inévitable de l'amour. Il avait raison de me poser la question. J'avais un amour, mais il n'était pas classique. Je ne pouvais pas expliquer mon amour à Murilo. Il a demandé « Et tu n'as pas faim ?» Bonne question, à laquelle il y avait une bonne réponse. « Si, Murilo, bien sûr que j'ai faim. J'allais justement entrer là-bas en face pour prendre un snack. Et toi? » « Moi aussi, je t'attendais pour aller manger un morceau avec toi. » Murilo était incorrigible, ou alors c'était son amour qui l'était. Sa voix, avec un timbre chantant, avait un timbre chantant quand il a dit « moi aussi ». Alors, nous sommes entrés dans le bar et j'ai voulu lui expliquer pourquoi, dernièrement, je n'étais pas allée au cours. Je m'étais mise à écrire des vers épars, des mots qui rimaient les uns avec les autres, des bouts d'histoire qui n'avaient ni commencement ni fin, des scènes, juste des scènes, toutes sans queue ni tête, si on les résumait avec des mots solennels. Et pourtant, elle vivait en moi, naturellement, et me sortait des doigts avec la simplicité de la salive sortant de la bouche, la bile du foie. C'était une sécrétion biologique, une substance charnelle. Maintenant, je n'allais pas au cours, car j'avais honte de confronter cette fonction primitive de mes textes avec la science pointue des cours. Sans compter que même si j'interrompais les cercles de Dante ou l'oiseau de Edgar Poe pour parler de mes expériences, je n'étais incapable. Ce que je vivais n'était ni explicable, ni transmissible. Je me suis évidemment contentée de dire à Murilo, « Tu sais, Murilo, je suis complètement prise par la composition du LP du groupe. Tu sais comment c'est. » Murilo m'a pris les mains, les a levées vers son visage et les a posées sur lui. Je pense seulement à ça. Et je s'éloignai. Il a serré fortement mes mains entre les siennes, et je sentais ses genoux effleurer ma jupe. Solange, Serge Solange, pense à moi. S'il te plaît, si tu penses à moi, tu ne penseras jamais seulement à moi. Ses yeux ont fait le tour de mon visage. Ils ont dessiné un cercle pour m'englober dans ma totalité. Chère Solange, si tu penses à moi, tu penseras aussi au monde et à sa transformation. Si je suis à tes côtés, tu sais que je ne te laisserai jamais t'égarer dans des projets vains. Le monde va changer, Solange. La grande ours va lancer une attaque contre l'Occident. Ce colosse gigantesque ne va pas s'effondrer comme ça tout seul, Solange. Il y a quelque chose dans l'air. Une guerre chimique se prépare, une guerre bactériologique. Les laboratoires regorgent de ce genre d'arsenal. Ça arrivera sûrement. Ça va arriver, et toi, au lieu de préparer à assister au démantèlement de l'ordre de l'Occident, tu viens fermer
dans sa logique en t'abandonnant à ces gens sans scrupules qui t'aliènent l'existence. Solange, Solange, regarde-moi. Je t'aime tant, Solange. Toi dans une main, le monde dans l'autre, avec les continents et les océans, et je ne serais pas capable de choisir. Heureusement, je n'ai pas besoin de choisir. La terre dans une main, toi dans l'autre, je joins les deux, je les unis, et la vie devient cohérente et bonne. Et je suis heureux. Solange, Solange, dis-moi que tu m'aimes. Mas por ter assim nascido, não me atinge, não me toca. Meus amigos, sou de vidro. Sou de vidro escurecido. Tenho fogo por vestido e um cinto de escuridão. Mas trago a transparência envolvida no que digo. Meus amigos, sou de vidro. Por isso, não me maltratem, não me quebrem, não me partem. Meus amigos, sou de vidro. Écouter le fado peut faire monter un sentiment profond qui peut même amener jusqu'aux larmes. Et pourtant, le fado n'est pas nécessairement triste pour les Portugais, même s'il peut le paraître pour les étrangers. Le fado est l'âme du peuple portugais et ceux-ci le vivent comme un rituel, une liturgie, une religion. Nous pouvons bien dire que le fado est une joie dans la tristesse. Pas besoin de connaître la signification des mots pour ressentir cette émotion. Le fado fait partie du patrimoine immatériel de l'humanité car il est universel. Tous les peuples du monde ressentent ce sentiment, mais le cachent ou ne savent pas leur dire un nom. Nous, les Portugais, on a trouvé le mot, la clé pour le déclencher, le fado. Dans ce livre, il y a une nuit parfaite qui est imparfaite, mais cette nuit a été vraiment parfaite. Merci.